Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Il est 3h30 du matin. Je rentre chez moi après une longue nuit à filer un sénateur véreux. Sa femme est persuadée qu'il la trompe avec sa secrétaire et m'a demandé de le prouver pour qu'elle puisse le ponctionner d'une bonne partie de sa fortune lors du divorce. Ce que j'ai découvert est bien pire que cela et m'a fait passer le goût de voter pour au moins une décennie. Ça fait bien 15 ans déjà que je ne vote plus de toute façon. J'accroche mon chapeau au porte-manteau et je me sers un verre de scotch, histoire de me détendre. Je sais comment ma nuit va se terminer. Dans mon vieux fauteuil, à enfiler les verres et les cigarettes bon marché. Dans le but illusoire d'oublier ce que j'ai vu ce soir-là, mais aussi tous les autres soirs où j'écume le trottoir à espionner la misère humaine pour quelques billets. C'est à ce moment-là que je remarque la fumée de cigarette qui s'échappe de la bouche de la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Je ne le sais pas encore, mais c'est elle qui va provoquer ma chute et mon incarcération pour les 20 ans à venir. Est-ce que je regrette les choix que j'ai faits ce soir-là ? Absolument. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? Absolument. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Grey Pigeon et pour m'accompagner, il est plus séduisant que Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort. Il est plus troublant que Faye Dunaway dans Chinatown. Il est plus vénal que Linda Fiorentino dans Last Seduction. Et il est plus machiavélique que Sharon Stone dans Basic Instinct, mais aussi un petit peu plus frileux. J'accueille Spades. Salut Spades. Salut, je ne suis pas mauvais, j'ai juste été dessiné par Rob Liefeld. C'est vrai, c'est une bonne réplique. Comment on va ? Enfin écoute, ça va bien, hein. Un peu fatigué, mais bon, c'est normal, c'est la rentrée. Voilà, et puis une émission sur le noir en bon état, c'est pas normal. Ouais, c'est ça, on va parler comics, donc soit dans le genre policier, noir, hardboil, en tout cas c'est des comics qui mettent en scène des flics, des criminels ou des victimes, en fonction du point de vue. On va voir cela à travers notre sélection. Je rappelle les règles, un DC à Marvel, un titre, un dé chacun. On attaque, et c'est toi qui choisis, vas-y. On va attaquer par la découverte qu'on a fait tous les deux pour cet épisode. Donc on va partir sur DC. Et pourtant, ça n'aurait pas dû être une découverte quand on voit le duo de créateurs. Voilà, du tout. Et en fait, on vous l'a dit dans la précédente émission, l'un des duos rois du noir en comics ces dernières années, c'est Ed Brubaker et Sean Phillips. Et donc on a choisi un titre de Ed Brubaker et Sean Phillips. Et un titre qui est sorti en mai 2001 et qu'on ne connaissait absolument pas. On a choisi donc Batman Gotham Noir. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Donc Gotham Noir, c'est un Elseworld, donc il y a un monde alternatif où le commissaire Gordon n'est pas commissaire, il est juste détective privé. Il a été viré après n'avoir pas réussi à empêcher le meurtre d'un juge et avoir mené une enquête difficile. Il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, il ne lui reste plus que l'alcool et le fond des bouteilles. Ah ça, il maîtrise pas mal. Hein. Arrive un jour une de ses anciennes maîtresses, une certaine Selina Kyle, qui lui propose un boulot. Alors c'est Nekal qui est en couple avec un certain Bruce. Ouais, et qui est propriétaire d'un bar qui s'appelle le Kitty Cat. Ouais, sur lequel on n'avait pas compris qui c'était. Voilà, tout à fait. Et qui arrive en mode femme fatale avec la robe de Jessica Rabbit. C'est ça. Et donc elle arrive et lui propose un job, être le garde du corps d'une gamine qui semble un peu plus importante que ce qu'elle est réellement. Ouais. C'est lors d'une soirée un peu mondaine, voilà. D'ailleurs. Hein. Mais l'alcool n'aidant pas, la fille sera retrouvée morte et l'accusé portera le nom de Jim Gordon. Et en fait, ouais, c'est vraiment un récit noir à 100%. Ah ouais, là on est à fond dedans. Hein. C'est pas toujours le cas dans la sélection qu'on a ce soir, mais alors celui-là c'est le plus noir des noirs. Ouais, et en fait, ouais, ils étaient faits pour bosser ensemble, on se rend compte il y a déjà 20 ans, quoi. Donc, ouais. Il y avait des Gotham Central qui nous l'avaient plus ou moins prouvé déjà, hein, mais... c'est à peu près la même époque. Ouais, hein. C'est à l'époque, d'ailleurs. Mais là, on a un récit noir ultra classique. Limite trop. Ouais, un peu prévisible en fait. Ouais. Et ça manque un peu de surprise. Bien exécuté, c'est pas encore au niveau de ce qui sont aujourd'hui ni Brubaker ni Phillips. Brubaker aujourd'hui écrit beaucoup mieux et Phillips a un trait qui est beaucoup plus maîtrisé. Et surtout là, il est en fait colorisé par le roi des coloristes, Dave Stewart. Et je pense que le mélange Dave Stewart et Sean Phillips c'est pas forcément judicieux.
C'est très bien fait des deux côtés, mais il y a un truc qui matche pas. C'est un peu trop brillant. Il y a une petite ambiance, moi ça m'a fait penser un peu au Catwoman de Darwyn Cooke. par Brubaker avec Darwyn Cooke, ouais, et où justement Darwyn Cooke se fait la main au fur et à mesure des épisodes. Ouais. Et j'ai l'impression de retrouver les premiers épisodes de Darwyn Cooke avec Phillips. Il y a et sur la couleur aussi. Hein. Par contre, son Batman, parce que oui, Batman apparaît dans le comics, son Batman est spectaculaire. J'ai adoré comment il le dessine ici, quoi. Tout en ombre. Ouais, c'est... Parce que Batman n'existe pas, ce n'est qu'une rumeur. Personne ne sait s'il est vraiment là. Et Sean Phillips le dessine comme ça. C'est vraiment chouette. Ouais, non, vraiment, c'est une super idée. Ça rend super bien. Limite, tu vois, j'aimerais bien que Brubaker et Phillips, leur exclusivité chez Image s'arrête et puis qu'ils aillent nous faire une série Gotham Noir directement chez DC. Ouais. Il y a tout un univers qui est intéressant à voir. Surtout que là, l'un des criminels qui va officier est un certain Jack Napier. Et pareil, hein, le design qu'il a fait avec les sutures. Ah, j'ai adoré. Ouais, super bien. Alors, je me suis posé la question en lisant, est-ce que c'est pas la première fois que le nom Jack Napier apparaît dans un comics? Non, il était déjà paru suite au film de Burton. D'accord. Est-ce que je savais que c'était Burton qui avait créé le nom, mais je me demandais si on l'avait déjà eu dans un comics avant, d'accord. Ouais. Mais ça a déjà été utilisé déjà en alias de Joker sans que ça soit persuadé que ça soit son vrai nom, quoi. Ouais. Je comprends pas comment je suis passé à côté de ça à l'époque. Bah, alors il y a une bonne raison peut-être, c'est que déjà en tout cas en VO, très difficile de le trouver en dehors du single. Il a été réédité qu'une seule fois et en backup de The Man Who Loves dans la version Deluxe, et en français, je crois pas que ce soit déjà sorti. Non, ça a jamais été publié, mais incroyable. Même cette période-là, c'est là que je commence à acheter des singles. Et j'ai acheté beaucoup de Elseworld justement parce que j'aime bien les Elseworld, hein, tout simplement. Et ouais, vu mon goût pour le noir, je comprends pas comment j'ai réussi à passer à côté de ça, quoi. Ce que t'as oublié de préciser, c'est que c'est un long épisode, hein, c'est l'équivalent d'un triple épisode, il fait plus de 60 pages. Bah, en fait, le fascicule original a été publié dans les éditions Prestige. Tu sais, les fascicules avec les couvertures cartonnées rigides. Ouais. Et non, c'est pour ma part vraiment adoré, quoi, celui-là. Ouais, non, une bonne surprise. De toute façon, ce soir, on va pas se le cacher, on a quasiment que des bonnes lectures. Celui que t'as choisi est loin d'être dégueulasse aussi, hein. Alors, ça aurait pu être Ed Brubaker et Sean Phillips, parce qu'ils ont officié sur cette série. C'est Gotham Central, l'épisode numéro 32, mais celui-ci n'est pas signé donc du fameux duo, mais il est signé Greg Rucka et Steve Lieber, un autre duo qui est habitué à travailler ensemble, parce qu'avant cet épisode-là, ils avaient déjà travaillé ensemble sur la série Whiteout, série publiée, si je me trompe pas, chez Oni Press. Ouais. Et cet épisode donc date de juin 2005. Alors j'ai choisi cet épisode-là spécifiquement parce que c'est un des rares épisodes vraiment one-shot de la série Gotham Central qui a énormément d'arcs courts, mais très peu d'épisodes uniques. Alors celui-ci s'appelle Nature et il est raconté du point de vue d'un flic corrompu de la ville de Gotham. Il s'appelle Monroe. Alors Monroe, c'est un vrai enfoiré. Pour lui, la moralité n'a pas d'importance quand il s'agit d'effectuer son travail. Il dit dans le comics, quand tu vis dans un monde avec le Joker, peux-tu vraiment dire ce qu'est le mal? On peut effectivement se poser la question de ce point de vue-là. Effectivement, le Joker, si c'est ça, c'est le mal. Tout ce que fait Monroe, c'est peanuts à côté. Hein. Mais quand même. Oui, faut être honnête. Hein, Monroe, à côté de The Shield, c'est gentil, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai, c'est quand même un beau salaud. Alors Monroe, il a décidé donc si le monde ne devait pas s'occuper de lui, lui s'occuperait pas du monde. Voilà, il dit en gros, les gens ne sont que des gens. Juste des gens qui essaient de survivre, et lui, il fait partie de ces gens qui essaient de survivre dans un monde où chacun vit un peu pour sa pomme. C'est d'ailleurs un des thèmes récurrents de la série Gotham Central, comment des personnages anodins vivent leur vie dans un monde peuplé d'hommes à pouvoir. Et pour Monroe, le maintien de l'ordre, c'est pas une vocation, c'est pas un destin, mais c'est plutôt un moyen d'assurer sa petite autorité dans un monde où seuls les plus forts survivent. Lui, c'est un faible, mais il utilise en fait son statut de flic pour essayer de vivre comme un fort. Donc alors cet épisode, il commence avec Monroe et son partenaire, ils sont en pleine action. Et en pleine action pour Monroe, c'est défoncer un petit truand pour récupérer un peu d'argent. Sauf qu'ils se font voir par une adolescente qui cherche à s'enfuir et Monroe va la tuer par accident. On pourrait dire l'épisode va s'arrêter là, Monroe va finir en prison, mais non, il va pas être inquiété plus que ça pour cette mort, il va même pouvoir continuer à vaquer ses petites affaires bien tranquillement. Et c'est là que Rucka va s'en donner à cœur joie pour dénoncer le fameux Blue Lives Matter. En gros, c'est ce qui donne au sein de la police cette petite priorité à la loyauté policière qui fait que quiconque est contre la police, même si on a raison, en fait, est un ennemi commun, ce qui va favoriser une corruption généralisée au sein de l'institution policière. Donc les flics vont serrer les coudes quoi qu'il arrive. Sauf un petit duo quand même.
Bah c'est ça, parce que Rucka il va mettre en opposition donc cette police du GCPD avec les héros donc de la série Gotham Central, ces héros de l'unité des crimes majeurs de Gotham. Monroe lui il considère pas vraiment comme des flics, hein. Il considère que ces personnages que nous on connaît très bien, hein, qu'on suit depuis le début de la série, c'est un repère de lesbiennes et où les hommes ils sont embauchés uniquement grâce à la discrimination positive. Je pense que Rucka fait encore passer un autre message là. Alors Monroe lui il se considère comme un vrai flic, un flic un peu à l'ancienne. Lui il admire Harvey Bullock parce que lui il fait preuve de loyauté sans faille envers la police et les policiers quoi qu'il fasse. Sauf que nous, lecteurs, on a lu les épisodes d'avant et on sait justement que c'est ça qui a détruit Bullock. Et ça, Monroe, il l'oublie un petit peu. Et surtout qu'en fait, René Montoya, qui est donc l'agente du MCU qui enquête sur lui, c'était quand même la bras droit de Bullock. Bien sûr. C'est vraiment prendre Bullock en modèle alors qu'il a été réellement le modèle de René Montoya et qui va essayer de le faire tomber. C'est comme surréaliste quoi, comme raison. Ouais. Après, Monroe, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment leur foiré de base. Ouais. Il se croit tout permis. Là, je sais pas, moi, c'est la scène, elle dure une page, hein, mais c'est celle qui m'a le plus troublé et marqué dans cet épisode, c'est celle avec les 2 prostituées. Le dîner. Ah, moi, c'est celle avec les prostituées. Oui, non, mais c'est ça, où il dit qu'ils vont dîner. Ouais, c'est ça, oui. Et en fait, oui, effectivement, donc ils se servent quoi, ouais. à tout point de vue. Ouais. C'est bien dégueulasse quoi. Donc, ce qui va arriver à la fin de l'épisode pour les 2 comparses là, ils vont payer pour leurs crimes. Et c'est presque une sorte de punition poétique parce que donc elle est orchestrée par le personnage qu'on trouve en couverture de l'épisode. Je vais pas révéler qui c'est, mais bon, si vous avez entendu le titre de l'épisode, Nature, vous allez probablement comprendre, parce que Nature, ça renvoie à la nature même de ces policiers pourris et véreux qui sont pourris jusqu'à la moelle, mais aussi à la nature du super vilain qu'ils vont rencontrer et qui va causer leur perte. En fait, ils vont tomber pour ce qu'ils ont fait. C'est une morale un peu œil pour œil, mais qui convient bien à leur manière de faire. Hein. Ils méritent amplement ce qui leur arrive. C'est un grand épisode pour une grande série au ton vraiment politique et qui est malheureusement encore toujours d'actualité. Malheureusement, oui. Donc, il est assez facile à trouver en VO. En français aussi. Hein. En VO, je crois que même qu'il y a un omnibus qui est réédité cette année, en fin d'année là. Mais en français, on a Urban donc qui a publié toute la série et le numéro se trouve dedans. C'est le premier épisode du volume 4. Ouais. Et Panini en fait avait publié aussi Gotham Central. En fait, ce numéro c'est tellement un numéro one shot que Panini l'a pas publié. Ah, c'est dommage parce que c'est quand même un sacré bon épisode. Hein. Ouais, mais c'est le seul numéro qu'ils ont exclu de la publication de Gotham Central. Il y avait une logique qui est aberrante, ouais. Et donc on va passer à Marvel. Vas-y, t'as choisi quoi? On reste dans le noir noir. Donc je me suis dit, on parle du noir. J'ai beaucoup parlé en fait du noir vu par la France dans le précédent épisode. Je me suis dit qu'il fallait un peu rendre hommage à ça. Et donc pour ça, j'ai choisi un titre qui est Spider-Man Noir numéro 1. Donc Spider-Man Noir, scénarisé par David Hein. Donc l'auteur de Daredevil Redemption, qui est un de nos premiers numéros. Ouais. Et il est aidé en fait au scénario, enfin il a pas aidé, c'est lui qui va aider le vrai créateur de Spider-Man Noir, Fabrice Sapolsky. Donc c'est tu sais qui il est? Pas du tout, mais vu le prénom, il est peut-être français. Il est français et c'est en fait le créateur de Comic Box, c'est un ami de Xavier Fournier, c'est un vrai puits de science sur le comics. Et ouais, donc il avait proposé cette idée à Marvel de faire Spider-Man Noir. C'était toute une gamme qui avait été lancée avec X-Men Noir et donc lui il a proposé cette version-là. Et Spider-Man Noir, c'est quoi? Donc c'est Spider-Man relancé dans les années 30 avec un jeune Peter Parker qui, comme d'habitude, vient de perdre son oncle. Sa tante est devenue une militante pour aider les déshérités qui se sont retrouvés à la rue suite à la Grande Dépression. Ouais. Par contre, il y a une bande de salopards qui règne sur la ville. Et on a un certain Ben Ulrich qui va enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui va tomber sur ce jeune Peter et essayer de le prendre sous son aile. Mais peu à peu va arriver donc un nouveau justicier en ville pour essayer de combattre les ordres du Goblin et de son monstre cannibale. Pour le coup, c'est pas vraiment un one-shot, c'est vraiment une introduction. Et à tel point qu'on n'est même pas sûr de l'identité du Spider-Man, si je ne me trompe. Tout à fait, ouais. Bon, on se doute un petit peu, hein, mais il y a même pas Spider-Man, en fait, qui apparaît. Là, c'est vraiment la mise en place des joueurs. Ouais. Spider-Man Noir, en fait, et il a percé au grand jour parce qu'il est apparu dans le film Into the Spider-Verse, qui il est incarné par Nicolas Cage. Ouais, c'est ça. Et Spider-Man Noir, c'est un look absolument fou, travaillé par Carmine Giandomenico. Ah, c'est génial. Ouais. C'est vraiment le point fort, je trouve, Alors l'épisode est très sympa, hein, mais alors le look, tout de suite, impossible de l'oublier. Hein. Puis son vautour est flippant à Carmine, vraiment. Mais non, vraiment, c'est une série qui paye pas de mine. On va pas dire que c'est la série du siècle. On va pas dire que la gamme Marvel Noir,
c'est la gamme du siècle non plus. Ouais, c'est peut-être l'épisode le plus faible de toute notre sélection, mais ça reste quand même très solide. Ouais, c'est très propre et c'est vraiment un truc vraiment cool à lire. Et si vous avez jamais lu l'univers Marvel noir, commencer par Spider-Man noir, c'est pas forcément la pire idée qu'il puisse y avoir. Ah, très sympa. Est-ce que c'est facile à trouver? Je sais qu'en VO, il y a un TPB qui est sorti il y a peu, collectant l'ensemble de la série Spider-Man noir. En fait, il a été publié en 2009 dans la Spider-Man noir numéro 1, qui était dans la gamme 100%, donc en souple à l'époque. Ah, donc pas cher en plus. Ouais, et il y a un fascicule Marvel noir qui existe qui combine en fait Spider-Man noir et Daredevil noir. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de Daredevil... Ah ouais, alors là, par contre, on s'éloigne un peu du noir, ou en tout cas, on va vers un noir différent, un noir un peu futuriste à la Blade Runner. C'est en fait, tu vas dans l'autre gamme chelou de Marvel de cette période-là, quoi. Ouais, la gamme 2099, avec un titre, donc le Daredevil 2099 numéro 1. Ne cherchez pas le numéro 2, il n'y en aura jamais. Ouais. C'est un vrai one-shot qui est sorti en novembre 2004 et qui est scénarisé, alors petite... ça m'a fait un petit choc quand j'ai vu le nom, par Robert Kirkman. Et oui, il a travaillé chez Marvel. Il a fait petite chez Marvel, hein. Il est connu, si je me souviens bien, pour ses zombies chez Marvel. Marvel Zombie, ouais. Et puis son Ant-Man était plutôt marrant. Voilà, mais en dehors de ça, il a pas fait grand chose. Mais il a fait ce Daredevil avec Karl Molin au dessin, je sais pas comment on prononce son nom, et non pas le Karl Malone, hein, que les amateurs de basket vont connaître, mais c'est bien Karl Molin. Alors, de quoi ça parle de Daredevil 2099? Incroyable mais vrai, mais ça raconte l'histoire de Daredevil en l'an 2099. Par contre, Daredevil, c'est pas Matt Murdock, c'est Samuel Fisk, le petit-fils de Wilson Fisk, le Kingpin de l'univers Marvel que l'on connaît. Et à l'époque de Samuel... Alors, par contre, il faut préciser que dans l'univers de Daredevil 2099, c'est pas exactement le même 2099 que celui de Spider-Man ou de Ghost Rider. Hein. C'est vraiment son propre univers à soi, parce que dans cet univers-là, les mutants ont été éradiqués grâce à ce qu'ils appellent un remède, qui a éliminé le gène mutant, et on retrouve des robots sentinelles qui patrouillent maintenant les rues en tant qu'agents d'application de la loi. Donc c'est un univers un peu pas très sympa, on va dire. Et par contre, la criminalité a bien réduit, mais par contre, il y a encore quelques agressions et des meurtres de rue, et ça va motiver Samuel à s'inspirer des histoires que son grand-père lui a racontées sur son vieil ennemi, donc Daredevil. Et d'ailleurs, on apprend que ce dernier est décédé des mains du Cade lui-même, qui prétend l'avoir battu suite à 20 ans de lutte. Alors, Samuel, il est pas très heureux de ça. Il est un peu même dégoûté par l'héritage de sa famille. Il va décider de faire revivre la légende de Daredevil en devenant lui-même le nouvel homme sans peur de la ville de New York. Alors par contre, Samuel, il a pas de super sens, il a aucun entraînement aux arts martiaux, et il est même pas un corps plus athlétique que ça. Donc il va surcompenser en s'achetant un super costume, qui est assez cher, hein, qui va lui améliorer sa force, sa vitesse, son agilité. Et il est marié, et sa femme, elle est au courant de ses activités, par contre elle l'approuve pas du tout, à tel point qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, et elle va partir dans les bras d'un autre homme. Et lorsqu'il va apprendre sa liaison, Samuel va un peu se mettre en colère, je crois qu'on peut dire ça. Il va d'abord détruire une sentinelle, parce qu'il a envie de taper sur quelque chose. Puis après, il va aller même un peu plus loin, il va commettre l'irréparable. Alors, Samuel Fisk, c'est un mélange inquiétant de faux seigneurs du crime le jour et de vrais héros justiciers la nuit. Kirkman, il va nous montrer en fait un homme plutôt pathétique, qui est à la fois un gangster et un super-héros, mais qui, contrairement aux héros de l'univers Marvel que nous on connaît, ou même aux méchants de l'univers Marvel, il a de passion pour aucun de ces deux rôles. Il se désintéresse de ses opérations quotidiennes de malfrats, et dans le même temps, en fait, il se rend compte que son rôle de super-héros, il est inutile de fait de la présence des sentinelles. Et son personnage qu'il s'est créé de Daredevil, c'est une excuse pour se leurrer en croyant que les vies qu'il sauve compensent toutes celles qu'il ruine pendant le jour. Et surtout, en fait, il passe son temps à dire qu'il mérite même pas sa place parce que il est cheaté à mort. Ouais, c'est ça. En plus, c'est vraiment lui, il est capable de rien. C'est son armure qui est capable de faire le boulot. Limite, il serait pas dedans. Limite, elle travaillerait mieux. Le moment où il essaie d'utiliser le bâton, c'est un désastre. Tu pourrais faire le parallèle avec un personnage comme Iron Man, sauf que Iron Man, Tony Stark, on en pense qu'on en veut, mais il a des valeurs morales. Lui, il en a pas. Non. Lui, il veut se faire du bien. Lui, il veut essayer de racheter sa famille, mais en même temps, il continue à perpétuer l'héritage. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, Kirkman, il a un regard très désabusé sur son personnage. Il est pathétique. C'est vraiment, scénaristiquement, j'ai trouvé ça très intéressant. Graphiquement. Graphiquement, c'est moyen. C'est le plus mauvais titre de la sélection pour moi, sans être non plus affligeant, quoi. Mais c'était la période où Marvel essayait d'avoir une petite touche manga. Puis c'est pas top. Hein. Par contre, moi vraiment, je suis
très épaté par le fait que ce qu'arrive à faire Kirkman, qui en 20 pages nous présente donc tout un univers, tout un nouveau personnage, sa vie, j'allais dire sa mort, non, il meurt pas, mais sa fin, quoi, sa chute, en 20 pages. C'est très fort. Vraiment un super one-shot. Ce mec-là, il ira loin dans le comics, je pense. Ouais. Alors, je sais pas si c'est sorti en VF, ce truc-là. Non, c'est pas sorti en VF. Ouais. J'ai cherché, pas trouvé de traces. Alors, en VO non plus, je crois pas que c'est déjà été collecté, pas à ma connaissance, en tout cas. Mais l'univers 2099, ça mérite d'être découvert quand même. Il y a des trucs très sympas à lire dedans. Ravage, la série de Stan Lee. Oui, là, je vous veux du mal en vous conseillant ça. Donc, on va avancer sur l'indé. Allez, c'est parti. Nos 2 derniers titres. Donc, en fait, j'ai choisi pour l'indé un épisode de Sandman, mais pas le Sandman auquel vous pensez, le vrai Sandman. En fait, il faut savoir que Sandman, c'est un personnage de la fin des années 30. C'est un personnage beaucoup plus ancré dans le Mystery Men et dans le pulp que la version qu'on a créée Gaiman. Ouais, Gaiman reprend en fait le personnage qui existait déjà. Bah non, en fait, il voulait, mais il le reprend à sa sauce. Ouais, mais et puis même vraiment, il en fait quelque chose de totalement différent, à tel point qu'en fait, il va y avoir une rencontre entre les deux Sandman à l'époque. Parce que donc la série dont je parle, c'est Sandman Mystery Theater, le numéro 1, donc scénarisé par Matt Wagner et puis dessiné par Guy Davis. Ce Sandman-là a été publié quasiment, en fait, peu de temps après le Sandman de Gaiman. DC a profité de la réussite du Sandman de Gaiman pour ressortir le personnage original de la naphtaline. Et Matt Wagner, en fait, va en faire un vrai personnage pulp. Et là, ce premier épisode, en fait, il va mettre en place tous les éléments de toutes les intrigues qu'il va créer réellement. C'est une découverte, en fait, de tout le Gotham new-yorkais des années 30. On découvre, en fait, un personnage appelé Diane, qui est une jeune et jolie New-Yorkaise de la haute, qui va s'enjailler dans les clubs de Harlem. Et on va découvrir qu'autour d'elle, il se passe des choses pas très belles. Ouais. Mais apparaît un mystérieux héritier d'une fortune, un certain Wesley Dodds, un mec calme, pondéré, et en fait un mec qu'elle a pas l'habitude de voir en règle générale. Tous les mecs sont à ses genoux habituellement, et là c'est pas le cas. C'est assez étonnant d'ailleurs ce personnage, parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une attirance entre les deux, qu'elle est attirée par son intellect, parce que physiquement, en tout cas, Guy Davis le dessine pas comme un bellâtre. Hein. Mais ouais, non, c'est vraiment limite, il est un peu rondouillard. C'est vraiment en fait Wesley Dodds, c'est un type qui est dépassé par les événements, qui est harcelé par des rêves prophétiques. Et qui donc armé du masque à gaz de son père lors de la Première Guerre mondiale et de ses talents de chimiste qui l'ont permis de créer un gaz endormissant, il va jouer au marchand de sable et endormir les criminels pour pouvoir faire régner la justice sur New York. C'est vraiment une excellente série de bout en bout, Mystery Theater. Alors je l'ai jamais lu, c'est la première fois que je lisais un épisode de cette série. J'ai été embarqué directement par l'atmosphère en fait de la série. On est plongé directement dans les années 30. Ah ben limite quand tu arrives dans le club à Harlem, que tu vois le trompettiste, t'as les notes de Louis Armstrong qui t'arrivent dans les oreilles, c'est fabuleux quoi. Graphiquement, et c'est pas étonnant en fait, parce que Matt Wagner, je l'ai déjà entendu en interview expliquer que pour lui, pour qu'un comics fonctionne, il faut que le héros qu'il dépeint soit dans l'époque dans laquelle il a été créé. Donc pour lui, Sandman, qui a été créé dans les années 30, il doit écrire une histoire qui se situe dans les années 30. Et s'il doit écrire Superman, il écrira une histoire de Superman qui se passera dans les années 40. C'est pour lui, il y a que comme ça que ça fonctionne. Et on peut le comprendre. Hein. Superman, par exemple, c'est un exemple qu'il donne. Il vit à une époque où il n'y a pas de réseaux sociaux, on n'est pas pris en photo à tout bout de champ, donc c'est possible de se déguiser en enlevant ses lunettes et en changeant de coupe de cheveux. Oui. Ce serait plus possible aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais puis Matt Wagner est vraiment un excellent scénariste. C'est un de ces centaines de scénaristes qui sont extrêmement doués, mais qui sont un peu ignorés du grand public. Pourtant, il a œuvré, hein, Matt Wagner. Il continue d'ailleurs toujours à écrire sa série Grendel. Grendel, Tamash, qui est vraiment très bien aussi. Ouais. C'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. Et puis Sandman Mystery Theater, moi qui est vraiment un amoureux de noir, c'est parfait quoi. Alors, je supplie DC de nous sortir Sandman Mystery Theater dans une version complète, parce qu'ils ont sorti 2 TPB et la série s'est pas vendue suffisamment, ils ont arrêté. Donc pour l'instant, on n'a pas la fin à collecter. Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec la sortie de la série télé Sandman de Neil Gaiman, un petit génie chez HBO Max va avoir l'idée de faire le Sandman Mystery Theater en série sur HBO Max, qui va pousser DC à ressortir la télé. Mais non, c'est vraiment une super série. Est-ce que c'est Guy Davis qui fait les dessins tout du long? Non, en fait, il fait de mémoire les 2 premiers arcs. Ok. Et il a un trait très très particulier. Ouais, mais en fait, le trait va être conservé tout du long.
Ouais. Les covers à moitié photo, à moitié dessiné, qui rappellent aussi Sandman de Neil Gaiman, les couvertures de McKean, gardent tout ce style particulier. En fait, tu vois, ça fait partie de ces séries. J'aimerais l'avoir en single. Ouais. J'aurais une centaine d'euros à dépenser. Je me prendrais les singles parce qu'il y a une tripotée d'épisodes. 70 épisodes. Ah ouais. Plus un annuel. Non, ce qui nous ferait 2 bons omnibus, tranquillement. Mais, c'est ça, ouais. Mais, d'avoir ces covers-là, vraiment, que je trouve superbes. C'est vraiment la série à lire, le whisky à la main, un vinyle de jazz sur la platine. Puis tranquille, se poser, quoi. Et vraiment, c'est des intrigues qui vont très loin dans le moralement, dans le glauque. Ouais, notamment en fait, je sais pas si tu as lu le reste de l'arc. Non, j'ai lu que le premier épisode, mais ce week-end, en tout cas, je vais consacrer à la lecture de Sandman Mystery. Je ne te déflore pas le reste de l'arc, mais il y a un moment où tu vas faire oula, ah ouais, quand même. c'est assez particulier. Ah ouais, déjà quand on retrouve un certain cadavre dans le moment où on découvre le cadavre d'une jeune New-Yorkaise, c'est quand même impressionnant déjà. Ouais. Non, c'est vraiment une excellente série que je vous conseille fortement. Et elle a été publiée en français. Les 4 premiers arcs ont été publiés chez le TMRR en 97. Donc Urban, si vous avez rien à faire et vous voulez au moins une vente, allez-y. Et toi, t'as choisi un titre culte. Un titre culte, mais peut-être le moins polar de toute la sélection, en tout cas. Ouais. Alors c'est un épisode vraiment particulier. Il s'appelle Hellblazer Shoot, donc évidemment on va retrouver John Constantine. Et il est sorti en 2010. Alors je vais revenir sur la date parce que ça a son importance. Donc il est signé Warren Ellis et au dessin c'est Phil Jiménez avec Andy Lanning à l'ancrage, quand même, sacré Dream Team. Ouais. Et alors ça raconte l'histoire d'une enquêtrice du gouvernement qui s'appelle Penny Carnes, qui examine des enregistrements de fusillades, et notamment des enregistrements de fusillades au sein d'une école, et elle essaye de les relier à des événements similaires, donc des massacres d'enfants par d'autres enfants. Et c'est surtout qu'en fait on est dans une période où énormément d'événements du style sont en train de se dérouler, un peu comme on a connu il y a malheureusement 2 ans. Ah ouais, j'y arrive. Donc, je reprends l'histoire. Donc, elle se rend compte qu'un homme est présent lors de 4 de ces fusillades. Un Anglais. Et voilà. Et un de ses amis au FBI va découvrir que ce mystérieux homme blond qui porte un trench coat, nous on l'a reconnu tout de suite, c'est un certain John Constantine. Et lorsqu'une autre fusillade va se produire, elle va voir en fait John Constantine en direct à la télévision. Donc une nuit, elle va retourner à son bureau parce qu'elle est obsédée par son travail et son enquête, et elle va trouver Constantine qui l'attend à son bureau. Et va lui expliquer que un de ses amis a divorcé et sa femme a emmené leur fils en Louisiane où il a été tué dans une fusillade dans son école. Et John va enquêter de son côté pour essayer de trouver une explication, et il va la trouver. À sa grande surprise, c'est pas les jeux vidéo violents ou les colorants artificiels qu'on trouve dans la bouffe qui ont entraîné ces massacres, mais c'est juste un désespoir dans la vie de ses enfants. Ils savent qu'ils n'ont rien à quoi s'accrocher dans leur vie, et d'ailleurs Constantine va encourager l'enquêtrice à examiner de plus près une des bandes de surveillance. Et on va voir sur les lèvres ce qu'une des victimes dit juste avant de mourir. Il dit au garçon qui va le tuer, il lui dit « shoot, tire ». Et l'épisode se termine comme ça. Alors, Shoot, il est sorti en 2010, je l'ai dit, mais sauf qu'il devait sortir 10 ans plus tôt. En 99, ça devait être le 141e épisode de la série Hellblazer. Et j'ai retrouvé une interview de Warren Ellis qui parle de cet épisode. Mettez-vous dans la tête que c'est Warren Ellis qui parle. J'ai écrit un épisode intitulé Shoot, qui parlait de meurtre dans les cours d'école aux États-Unis, et tout le monde l'a vraiment aimé. Là, quand il dit ça, il parle des gens de chez DC ou de chez Vertigo. La responsable des relations publiques à l'époque en est devenue folle, et elle l'a envoyé à tous les médias grand public pour faire la promotion de l'épisode et de la série. Et puis Columbine s'est produit. Genre 2-3 semaines avant que nous devions passer à l'impression. Et Paul Levitz, qui était un ancien éditeur et qui est alors président de DC, a posé son veto. Il a dit « Nous ne pouvons pas publier ça. Columbine vient de se produire et il s'agit d'enfants qui s'entretuent. Et vous savez, il n'y a pas de morale dans cet épisode, quoi que ce soit. Ce sont juste des enfants qui s'entretuent parce qu'ils aiment faire ça. » Alors là, Warren Ellis, ça l'a rendu dingue. Il dit « Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. » Donc on a tourné en rond pendant des semaines là-dessus. Et j'aime Paul personnellement, mais l'un des traits de la personnalité de Paul est que plus vous lui présentez d'arguments, plus il deviendra intransigeant. Donc c'est arrivé au point où il allait soit modifier l'épisode pour en faire un épisode de Scooby-Doo, soit il n'allait pas l'imprimer. Ou ils allaient simplement le réécrire et y coller mon nom de toute façon. Et donc, plutôt que de permettre que le message de son histoire soit altéré, Ellis leur a dit de ne pas publier Shoot, et il a quitté Vertigo et le titre.
Moi, je trouve dommage que DC l'ait pas publié à l'époque parce que. Non, moi, honnêtement, tu trouves ça normal, toi? Je comprends le message de Ellis sur le nihilisme ambiant qu'il y avait à l'époque et le côté paumé des gamins. Mais là où je comprends Paul Levitz, c'est il rejette la culpabilité sur les victimes. Et après Columbine, tu peux plus. Pour moi, tu vois, moi, je suis pas sûr de ça. Alors, il y a de ça, mais pour moi, en fait, pour le message que Ellis veut faire passer, c'est vrai que c'est ambigu. C'est la société le coupable. C'est pas les enfants. Non, mais voilà, c'est pour ça que je parle du nihilisme ambiant et du désespoir. Et je comprends son message, mais là, clairement, la victime qui dit shoot, vas-y, fais-le. C'est rejeter la culpabilité sur les victimes. Et Columbine, ça a été un choc à l'époque. C'est toujours une cicatrice ouverte aujourd'hui, parce que malheureusement, ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres affaires du même style. Que la plupart des tueurs de ces actes-là sont des gamins qui étaient complètement paumés, qui étaient pas bien dans leur tête. Il aurait peut-être fallu d'une main tendue pour les sauver, notamment là, il y a 2 ans, un jeune s'est introduit dans son lycée avec un fusil à pompe et donc le coach, l'assistant du coach, quand il s'est rendu compte de ça, il l'a isolé, il a discuté avec lui, il a empêché un drame. Malheureusement, et voilà, tu peux pas que tu rejettes sur la société, oui, mais le shoot final, il rejette la culpabilité sur les victimes. Et je me mets à la place de Levitz, et oui, c'est inacceptable. C'est une vraie question morale sur laquelle on peut se pencher. En effet, après, il faut connaître l'œuvre de Warren Ellis aussi. Alors, c'est vrai qu'on prend cet épisode seul, mais Warren Ellis, c'est quelqu'un anti-NRA, anti-armes, et je pense que c'est ce qu'il veut aussi dénoncer dans cet épisode. Non, mais je suis sur ces points-là, je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Si on laissait pas des gamins se balader avec des flingues, il y aurait déjà moins de morts. Ouais. C'est une certitude. Mais je suis totalement d'accord avec lui là-dessus. Mais c'est la conclusion. Il finit presque sur un bon mot entre guillemets. Hein. Tu comprends bien ce que je veux dire, mais sur un statut un peu choc, qui dilue un peu son message. Je suis d'accord. Mais je trouve ça quand même dommage qu'ils aient pas. Je pense que la discussion que Levitz et les éditeurs de DC ont eu avec Ellis ont lui porté sur cette fin-là. Hein, et Ellis a pas voulu transiger, il a voulu la garder jusqu'au bout. Oui, non, il a beau dire de Levitz, hein, c'est quand même une tête de cochon aussi, Ellis. Ouais, bien sûr. Donc, mais à la rigueur, tu vois, plus que lire l'épisode. Il a une intégrité, hein. Écoutez, vous aimez pas ce que j'écris, je m'en vais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus que lire l'épisode, au final, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'avoir le compte rendu des réunions, parce que ça doit être passionnant. Le débat qu'il y a dû y avoir a dû être passionnant et passionné, parce que, Columbine, donc pour ceux qui l'ignorent, hein, c'est quand même deux tarés fans de métal, de science-fiction et de Matrix qui sont arrivés dans leur bahut armés comme une petite armée et qui ont tué une dizaine de leurs camarades. C'est blessé beaucoup d'autres. Ça a été un choc à l'époque pour l'Amérique, ça l'est encore aujourd'hui. Hein, le film Bowling for Columbine est encore... Bowling for Columbine, c'est le documentaire de comment il s'appelle Moore, ouais. Par contre, moi je conseillerais plutôt le film Elephant de Gus Van Sant qui disons que sur cette histoire-là, ce qui est intéressant avec Elephant, c'est de voir donc la reconstitution des dernières heures. Ouais. Et on suit divers protagonistes à travers leurs yeux, donc on suit des victimes et on suit aussi les 2 tueurs. Ouais. Et c'est pour moi ouvertement le meilleur film de Gus Van Sant. Hein. Ouais. C'est un film qui m'a mis mal à l'aise, mais parce que c'était justifié d'être mal à l'aise. Je pense que si t'aimes ce film, t'as un problème. Quoi. mais en fait, l'avantage de Bowling for Columbine, c'est de faire intervenir des gens pour t'expliquer la situation. Et notamment, en fait, Trey Parker, l'un des co-créateurs de South Park, qui était donc étudiant en Columbine quelques années avant. Et lui, il explique en fait, il était plutôt dans le camp des exclus, des marginaux et compagnie. Et il explique en fait que tout le système scolaire américain est là pour te broyer, te mettre plus bas que tu l'es réellement. Et il pardonne pas ce qui s'est passé parce que même lui il le dit. Hein, il est aussi totalement anti NRA et il pardonne pas les crimes passés, mais il comprend en fait ce qui s'est passé dans la tête des gens. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, quoi. Bon, sur ces bonnes paroles pleines de joie et d'allégresse, on va se quitter en musique avec un petit titre
assez noir, français. Ouais. Parce qu'il y a un groupe. Alors, évidemment, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Twitter, sur notre site aussi. Vous pouvez laisser des commentaires. Chaque commentaire est toujours le bienvenu. On aime bien ça. Et donc, on va se quitter avec le morceau de Blues Trottoir, dont j'ai oublié le titre. Évidemment, je ne l'ai plus sous les yeux. Un jour de pluie. Voilà, un jour de pluie. Et de brouillard. Ah bah, ambiance, c'est très film noir. Ah, pour le coup, effectivement. Allez, au revoir. À bientôt, salut. Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir, une insomnie qui tourne en cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrer pas trop tard. De toute façon, j'en voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un genre gangster vient m'accoster, joue le mystère pour m'épater. Là sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits ennuis me donnent la nausée. De toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. L'eau abîmée arrive enfin, grise et gorgée de Parisiens. Mais moi je m'en fous, je rejoins mon décor. Il court partout, toujours et encore. De toute façon, je voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir